Ne sois pas dramatique, Benjamin. C'est juste une nuit avec mon PDG. C'est ce que ma femme m'a dit pendant le dîner. Je l'ai regardée et j'ai dit, d'accord. Elle a souri, pensant qu'elle avait gagné. Elle n'avait aucune idée que je contrôlais l'entreprise de l'autre côté de sa fusion. La clause 14 était déjà rédigée. Je n'avais plus qu'à la laisser appuyer sur la détente. Je m'appelle Benjamin Harrington. J'ai 45 ans et je gagne ma vie en gérant des portefeuilles de capital investissement. C'est le genre de travail où l'on apprend à lire entre les lignes des états financiers et à repérer les faiblesses des structures d'entreprise avant tout le monde. Je construis des positions discrètement, je déplace des capitaux sans faire de vagues, et je comprends que le véritable pouvoir ne s'annonce jamais. C'est drôle comme ces mêmes compétences ne m'ont pas aidé à voir ce qui pourrissait à l'intérieur de ma propre maison. La véritable fracture dans nos vies a commencé il y a 7 mois. Mon fils Lucas, qui a 15 ans maintenant, était sur le siège passager lorsque Cassandra a grillé un feu rouge sur Madison Avenue. Elle envoyait un texto. Plus tard, j'ai découvert que c'était à Preston, son PDG, pour confirmer leur projet de dîner, alors que son fils était assis à moins d'1 mètre d'elle. L'escalade qui les a percutés de plein fouet côté conducteur a plongé Lucas dans un cauchemar de chirurgie, de tiges d'acier et de centres de rééducation qui ne nous ont toujours pas apporté de bonnes nouvelles. Il est en fauteuil roulant maintenant. Peut-être pour toujours. Cassandra s'en est sortie avec des côtes cassées, des ecchymoses qui ont disparu en quelques semaines, et une commotion cérébrale qui n'a curieusement pas ébranlé sa capacité à mentir. Elle a dit à la police qu'elle avait jeté un coup d'œil au GPS. Elle m'a dit qu'elle avait été distraite par l'appel d'un client. Elle a dit à notre compagnie d'assurance qu'elle réglait la radio. Chaque version de l'histoire était différente, mais aucune ne mentionnait le nom de Preston. Mais Lucas savait. Il avait vu l'écran s'allumer dans sa main. Il avait vu sa mère sourire au message reçu quelques secondes avant l'impact, et cette image s'était gravée dans sa mémoire, aux côtés de la douleur d'avoir perdu l'usage de ses jambes. Les médecins disent qu'il pourrait retrouver certaines fonctions avec des années de thérapie. Pourrait ? Ce mot porte un poids colossal dans notre maison ces jours-ci. Il ne lui parle plus beaucoup. Quand elle essaie de le pousser jusqu'à ses rendez-vous de physiothérapie, il me demande de l'y emmener à la place. Quand elle se penche pour l'embrasser avant de dormir, il tourne la tête vers la fenêtre. Je ne lui ai jamais dit que je la détestais. Il l'a compris tout seul, comme le font les enfants intelligents lorsqu'ils réalisent que leurs parents accordent plus d'importance à un SMS qu'à leur sécurité. Ce soir, Cassandra voulait discuter de quelque chose d'important lors d'un dîner chez Marcello, le restaurant italien du centre-ville où nous avions l'habitude de fêter nos anniversaires de mariage, à l'époque où nous avions encore des choses qui valaient la peine d'être fêtées. Elle portait la robe noire que je lui avais achetée pour nos 10 ans de mariage, celle qui coûtait plus cher que ma première voiture. Son parfum est arrivé à la table avant elle. Coûteux et délibéré. J'étais déjà assis quand elle est entrée, ses talons claquant sur le marbre comme un compte à rebours. Elle traversait le restaurant comme si elle en était la propriétaire, hochant la tête au maître d'hôtel, traînant ses doigts sur le dossier d'une chaise vide avant de s'installer sur la sienne. Tout chez elle était calculé, ça l'avait toujours été. Elle s'est assise, a affiché ce sourire de salle de réunion et a croisé les mains sur la nappe blanche, comme si elle s'apprêtait à présenter des résultats trimestriels. Nous devons parler de l'accord Blackstone, a-t-elle dit, passant outre les politesses. J'ai pris une gorgée d'eau. J'ai attendu. Preston a besoin que cette fusion aboutisse. Tu sais à quel point c'est important. Elle s'est légèrement penchée en avant. Le cabinet travaille là-dessus depuis 8 mois. Tout repose là-dessus. Je suis au courant, ai-je dit. Alors tu comprends pourquoi je dois faire tout ce qu'il faut pour m'assurer que ça se fasse. Elle a fait une pause, observant mon visage pour guetter une réaction. Preston m'a demandé d'aider à consolider la relation avec l'autre partie. Instaurer la confiance. Montrer notre bonne foi. J'ai posé mon verre. Qu'est-ce que cela signifie exactement, Cassie ? Elle n'a pas scié. Cela signifie passer une nuit à être charmante et disponible. C'est tout. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous comme de la fumée. Ne sois pas dramatique, Benjamin, a-t-elle ajouté, sa voix descendant sur ce ton raisonnable qu'elle utilise quand elle pense être rationnelle. C'est juste une nuit avec mon PDG. Tu sais comment ces choses fonctionnent. Parfois, il faut jouer le jeu, je l'ai regardé à travers la flamme de la bougie. Je l'ai vraiment regardé,
de la façon dont on étudie quelque chose qu'on est sur le point de perdre. J'ai regardé la lumière se refléter dans ses yeux. J'ai regardé ses lèvres pincées alors qu'elle s'attendait à ce que je proteste, que je fasse une scène, que je lui donne une excuse pour me dépeindre comme quelqu'un de déraisonnable. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Ce n'était pas la réaction à laquelle elle s'était préparée. Je pouvais le voir à la façon dont ses épaules ont bougé, à la façon dont sa main a hésité avant d'attraper son verre de vin. Alors, on est bon, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr, on est bon. Mais nous savions tous les deux que je mentais. Cassandra a quitté le restaurant en pensant qu'elle avait gagné. Je le voyais à sa façon de marcher, les épaules en arrière, le menton levé, traversant le parking comme si elle venait de conclure un accord majeur. Elle ne m'a pas embrassé pour me dire au revoir, elle m'a juste touché l'épaule, m'a dit qu'elle serait à la maison le lendemain après-midi et s'est glissée dans sa Mercedes. J'ai regardé ses feux arrière disparaître dans la circulation, puis je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes, à fixer le vide. Le trajet pour rentrer m'a pris 20 minutes. Lucas était encore éveillé quand je suis entré, son fauteuil roulant positionné près de la fenêtre du salon d'où il avait observé la rue. Il faisait ça parfois, m'attendre. Non pas parce qu'il était inquiet, mais parce que rester seul dans le silence de cette maison lui était devenu insupportable. « Où est maman » a-t-il demandé. J'ai accroché mes clés au crochet près de la porte. Elle travaille tard. Elle ne travaille pas, a-t-il dit d'un ton neutre. Sa voix avait cette pointe d'agressivité qu'elle prend quand il sait qu'on lui ment. Elle est avec lui, n'est-ce pas? Ce type de son bureau. Je me suis approché et je me suis assis sur le canapé en face de lui. Ouais. Lucas a hoché la tête lentement, la mâchoire serrée. Je le savais. Je le sais depuis des mois. Il a tourné son fauteuil pour me faire face complètement. Papa, il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. L'accident. Il a commencé, les mains agrippées aux accoudoirs. Maman envoyait un texto quand on a été percuté. J'ai vu son téléphone. Elle souriait à ce qu'il lui avait envoyé. Elle n'a même pas vu le feu passer au rouge. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru, même si je soupçonnais déjà la vérité. L'entendre de la bouche de Lucas, voir la colère dans ses yeux de 15 ans, rendait la chose réelle d'une manière que les rapports de police ne pourraient jamais égaler. Je la déteste pour ça, a-t-il continué, la voix se brisant légèrement. Elle m'a tout pris. La natation, le basket, le simple fait de marcher dans les couloirs du lycée comme une personne normale. Et elle l'a fait parce qu'un message de son patron était plus important que de regarder la route. Je ne lui ai pas dit de ne pas la détester. Je ne lui ai pas offert de réconfort vide sur le pardon ou la guérison. Parfois, le rôle d'un père n'est pas de réparer la douleur de son fils, c'est d'en être le témoin. Je sais, ai-je dit doucement. Vas-tu faire quelque chose, a demandé Lucas. Ou vas-tu simplement la laisser continuer à détruire cette famille? J'ai regardé mon fils, ce gamin qui avait été forcé de grandir trop vite, qui avait perdu son enfance au profit de tiges métalliques et de séances de kinésithérapie parce que sa mère n'avait pas pu poser son téléphone. Je suis déjà en train de faire quelque chose, lui ai-je dit. Et ce, depuis des semaines. Ses yeux se sont plissés. Quel genre de choses? Je me suis levé, je suis allé dans mon bureau et j'en suis revenu avec une chemise cartonnée. À l'intérieur se trouvaient des documents que je préparais depuis la nuit où j'avais soupçonné la liaison de Cassandra pour la première fois. Des relevés bancaires, des actes de propriété, des polices d'assurance et, enfoui au milieu, un document intitulé Accord de fusion Blackstone Meridian, révision 3, clause 14. Tu te souviens de Preston Griffith, ai-je demandé. Le patron de maman. Il y a 12 ans, Preston travaillait comme analyste junior chez Westpac Capital. J'y étais consultant, chargé de l'évaluation des risques sur leur portefeuille d'investissement. J'ai ouvert le dossier, montrant à Lucas une page où le nom de Preston était surligné. Il a falsifié des chiffres sur un rapport client majeur, faisant paraître des positions plus sûres qu'elles ne l'étaient. Quand je l'ai attrapé, je l'ai fait renvoyer. Les yeux de Lucas se sont écarquillés. Donc, toute cette histoire avec maman. C'était sa façon de se venger de toi. Sauf qu'il ne sait pas que je sais qui il est. Il ne sait pas que j'attendais qu'il fasse exactement ce genre d'erreur. J'ai sorti un autre document en pointant une clause spécifique. Il y a 3 semaines,
j'ai ajouté une clause à l'accord de fusion de Blackstone. Toute violation éthique par des figures clés donne à la contrepartie le droit de résilier l'accord immédiatement. Et le fait que maman couche avec Preston compte comme une violation éthique, a dit Lucas, la compréhension illuminant son visage. Plus que ça. Je suis au conseil consultatif de Meridian Capital, l'entreprise avec laquelle le cabinet de Cassandra essaie de fusionner. J'ai refermé le dossier. Elle vient de me donner toutes les munitions dont j'ai besoin pour les détruire tous les deux. Lucas est resté silencieux un instant, assimilant l'information. Puis il a levé les yeux vers moi avec quelque chose que je n'avais pas vu dans son regard depuis l'accident. De l'espoir. Quand, a-t-il demandé. Demain matin, ai-je répondu. Quand elle se réveillera en pensant qu'elle a gagné. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. Non pas parce que j'étais en paix, mais parce que j'avais enfin arrêté d'attendre la permission d'agir. Lucas est resté éveillé tard avec moi, me regardant rédiger l'avis officiel de conformité qui allait faire exploser le monde de Cassandra à exactement 7h58. La notification est partie automatiquement, déclenchée par un minuteur que j'avais réglé 3 semaines plus tôt, lors de la première insertion de la clause 14 dans les documents de fusion. Cassandra avait paraphé chaque page sans les lire, trop occupée à faire défiler les messages de Preston pour remarquer ce qu'elle signait. À 8h15, mon téléphone a commencé à sonner. Je l'ai ignoré. À la place, j'ai préparé le petit déjeuner, des œufs brouillés et des toasts pour Lucas, pendant qu'il faisait défiler l'écran de sa tablette, surveillant les fils d'actualité financière où les premières rumeurs de problèmes faisaient déjà surface. « Papa » a-t-il dit en levant les yeux. Bloomberg vient de publier quelque chose sur le report des pourparlers d'intégration par Blackstone. « Bien » ai-je répondu en glissant son assiette sur la table. À 8h47, Cassandra a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Elle a rappelé, puis encore une fois. À la 4e tentative, j'ai décroché. « Qu'est-ce que tu as foutu ?» Sa voix était tranchante comme du fil barbelé, tendue et coupante. « Bonjour à toi aussi » ai-je dit calmement. « Ne joue pas avec moi, Benjamin. Preston est en train de perdre la tête. L'acquisition de Blackstone est finie. Qui diable est ton mari, c'est la question qu'il n'arrête pas de me hurler. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que tu as fait? Ces mots sortaient précipitamment, frénétiques et acérés. J'ai pris une gorgée de café, laissant sa panique remplir le silence pendant quelques secondes. Je n'ai rien fait, Cassie. C'est toi qui l'as fait. De quoi tu parles? Meridian Capital. L'entreprise avec laquelle ton cabinet essaie de fusionner. J'ai gardé une voix égale, factuelle. Je suis à leur conseil consultatif. Je le suis depuis 6 ans. Tu le saurais si tu avais déjà pris la peine de me demander ce que je fais réellement dans la vie, au lieu de supposer que j'étais juste un ennuyeux gestionnaire de portefeuille remuant de la paperasse. Le silence au bout du fil fut absolu. Clause 14, ai-je continué. Une violation éthique par des figures clés accorde à la contrepartie des droits de résiliation unilatérale. Le fait que tu couches avec Preston pendant la négociation d'un accord où je conseille l'autre partie constitue exactement ce genre de violation. Félicitations. Tu viens de tuer 8 mois de négociation. Espèce de fils de, a-t-elle commencé. Mais je l'ai coupé. Et avant que tu ne commences à proférer des menaces, tu dois savoir que tout est documenté. Les messages horodatés, les reçus d'hôtel, et même ce texto que tu m'as envoyé depuis la chambre 927 du Waldorf. Tout cela fait maintenant partie du dossier de conformité. Je l'entendais respirer, d'un souffle rauque et saccadé. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. Oh que si, ai-je dit. Vérifie le portail de ton assurance maladie quand tu en auras l'occasion. Tu verras que ta couverture a été modifiée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Lucas m'a regardé de l'autre côté de la table, les yeux brillants d'une lueur qui ressemblait à de la fierté. Combien de temps avant qu'elle ne réalise ce que tu as fait d'autre? Environ 1 heure, ai-je dit. À peu près. À 9h30, mon avocat a appelé pour confirmer que les papiers de séparation avaient été déposés. À 10h15, l'assistante de Cassandra a essayé de me joindre au nom de sa patronne. À 11h, le bureau de Preston Griffith a laissé un message vocal menaçant de poursuites judiciaires. Je l'ai supprimé sans l'écouter en entier. À midi, Lucas et moi étions à son rendez-vous de kinésithérapie,
suivant la même routine douloureuse que nous faisions 3 fois par semaine depuis 7 mois. Le regarder lutter pour retrouver des sensations dans ses jambes, voir la détermination sur son visage malgré les pronostics me rappelait pourquoi j'avais fait tout ça. Pas par vengeance. Pour la justice. Et nous ne faisions que commencer. Les retombées sont arrivées plus vite que je ne l'avais prévu. Dès le lendemain matin, le visage de Cassandra était partout dans la presse économique. Pas nommément, mais par implication. Des sources proches de l'échec de la fusion Blackstone citent des conflits d'intérêts internes, titrait un journal. Meridian Capital se retire en invoquant des problèmes éthiques, lisait-on dans un autre. J'étais dans mon bureau à domicile quand Lucas est entré en fauteuil, tenant sa tablette. « Papa, il faut que tu vois ça », a-t-il dit en tournant l'écran vers moi. C'était un email interne du cabinet de Cassandra fuité sur un blog juridique dont je n'avais jamais entendu parler. L'objet indiquait « Examen éthique d'urgence, conflit d'associé principal ». J'ai parcouru le contenu. Son cabinet lançait une enquête. Des associés étaient interrogés. Des clients étaient contactés. Quelqu'un avait agi vite. Et ce n'était pas moi. Qui a fuité ça, a demandé Lucas. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je suis sur le point de le découvrir. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Il faut qu'on parle. Café au Greystone dans 1 heure. DK. Diane Kepler. La nouvelle associée directrice du cabinet de Cassandra. La femme qui avait repris les opérations il y a 6 mois après le départ à la retraite de la direction précédente. Je l'avais rencontrée exactement 2 fois. Les 2 fois lors des fêtes de fin d'année du cabinet, où Cassandra nous avait à peine présenté avant de passer à des personnes plus importantes. J'ai répondu, j'y serai. Lucas a froncé les sourcils. Tu crois que c'est un piège? Non, ai-je dit. Je pense que c'est une opportunité. 1 heure plus tard, j'étais assis en face de Diane à une table d'angle du Greystone Café, un endroit trop public pour quoi que ce soit de vraiment sournois, mais assez privé pour une conversation honnête. Elle avait la cinquantaine bien entamée, le regard vif et précis, vêtue d'un tailleur gris qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Merci d'être venu, a-t-elle dit en remuant son expresso. Vous avez des informations que je veux, ai-je répondu. Alors, passons sur les banalités. Elle a eu un léger sourire. Direct. J'aime ça. Elle a sorti un dossier de sa mallette et l'a fait glisser sur la table. Je vous fournis des informations sur Cassandra depuis 4 ans. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de mails, des notes de réunion, des évaluations de performance, documentant toutes les décisions de plus en plus discutables de Cassandra. Des choses que je n'avais jamais vues auparavant, des détails que j'ignorais. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que votre sœur et moi avons fait nos études de droit ensemble, a dit Diane simplement. Margaret m'a demandé de garder un œil sur Cassandra quand elle a rejoint le cabinet. Elle m'a dit qu'elle avait des inquiétudes quant à son éthique. J'ai accepté. Ma sœur Margaret, décédée d'un cancer il y a 3 ans. Celle qui m'avait mis en garde contre Cassandra avant notre mariage. Qui m'avait dit qu'elle voyait des signaux d'alarme que j'étais trop amoureux pour remarquer. Margaret vous a demandé de surveiller ma femme. Elle m'a demandé de veiller sur vous, a corrigé Diane. Et quand j'ai vu ce que Cassandra faisait, qui elle devenait, je me suis assuré que vous ayez accès aux informations dont vous auriez besoin si les choses tournaient mal. Elle a tapoté le dossier. Chaque interaction douteuse avec un client, chaque raccourci éthique, chaque fois qu'elle a sacrifié quelqu'un pour faire avancer sa carrière. J'ai regardé à nouveau les documents, les voyant sous un nouveau jour. Vous avez planifié tout ça? Non, a dit Diane. C'est vous qui l'avez planifié. Je me suis juste assuré que vous aviez les munitions. Elle s'est penchée en avant. Cassandra ne le sait pas encore, mais le cabinet va lui demander sa démission d'ici la fin de la semaine. L'enquête éthique est réelle, et elle va révéler des choses qui feront passer la situation avec Preston pour un détail mineur. Comme quoi? Comme le vol de votre propriété intellectuelle il y a 3 ans. Elle a pris une gorgée. Ce cadre d'évaluation des risques que vous aviez développé. Celui que vous lui avez montré pour avoir son avis. Elle l'a déposé au nom du cabinet et a construit toute sa pratique autour. J'ai la documentation prouvant qu'il était à vous en premier. La pièce a semblé basculer légèrement.
Elle a volé mon travail et a gagné des millions avec, a confirmé Diane. Ce qui signifie que vous avez des motifs pour intenter un procès qui pourrait détruire ce qui reste de sa réputation et vider tous les actifs avec lesquels elle pense s'en tirer. Je me suis adossé, assimilant la nouvelle. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que Margaret aurait voulu que vous soyez protégé. Et parce que Cassandra a fait du mal à ce garçon. Sa voix s'est durcie. J'ai des petits-enfants, monsieur Harrington. L'idée que quelqu'un envoie des SMS au volant avec un enfant dans la voiture me rend physiquement malade. Ce qu'elle a fait à Lucas est impardonnable. Elle s'est levée, laissant le dossier sur la table. Faites-en bon usage, a-t-elle dit. Et quand ce sera fini, sachez que vous n'étiez pas seul. Vous ne l'avez jamais été. L'avis de déchéance des droits est arrivé au bureau de Cassandra un mardi après-midi, livré par courrier certifié pour s'assurer qu'elle ne puisse pas prétendre ne l'avoir jamais reçu. Je le savais parce que mon avocat m'a appelé au moment où la confirmation de livraison est tombée. Elle a signé à 14h47, a-t-il dit. Vous devriez vous attendre à un appel sous peu. Il avait raison. Mon téléphone a sonné à 15h12. Je l'ai laissé sonner. Elle a rappelé encore et encore. À la 5e tentative, j'ai répondu. Allô. Sa voix était stridente, à peine contrôlée. Tu me prends la maison. Ce n'est pas ta maison, Cassie, ai-je dit calmement. Elle ne l'a jamais été. La propriété est détenue par le Harrington Family Trust, établi par ma grand-mère en 1987. Tu as été ajoutée comme bénéficiaire résidente lorsque nous nous sommes mariés. Mais ce statut incluait une clause de moralité. Tu l'as violée. Une clause de moralité. C'est de la folie. Nous ne vivons pas dans les années 1800. Non, nous vivons dans le présent, où les documents juridiques ont des conséquences. J'étais assis dans mon bureau, regardant le jardin que Lucas et moi avions planté au printemps dernier. Tu as 30 jours pour libérer les lieux. L'avocat de la fiducie a déjà déposé les documents nécessaires. Je vais contester ça. J'ai des droits. Tu as exactement les droits que les documents de la fiducie t'accordent. Ce qui, depuis la semaine dernière, équivaut à aucun. J'ai affiché le document sur mon écran. Section 14, sous-section C. Le statut de bénéficiaire peut être révoqué en cas de turpitude morale, d'infidélité ou d'action préjudiciable aux intérêts de la famille. Ta liaison avec Preston remplit les 3 critères. Elle respirait fort. Le genre de halètement paniqué qui précède le moment où quelqu'un perd totalement le contrôle. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Mais tu devrais y réfléchir rapidement. J'ai appris par un ami chez American Express que ta cote de crédit avait chuté à 540 ce matin. Le silence qui suivit fut absolu. Qu'est-ce que tu as fait, murmura-t-elle. J'ai signalé des frais frauduleux. Les hôtels, les restaurants. Les cadeaux que tu as achetés à Preston en utilisant nos comptes joints. Il s'avère qu'utiliser des cartes de crédit communes pour financer une liaison extra-conjugale est considéré comme une fraude à New York. Les banques enquêtent et elles ont gelé tes cartes en attendant la résolution. Tu es en train de me détruire, a-t-elle dit, la voix brisée. Non, ai-je corrigé. Tu t'es détruite toute seule. Je m'assure juste que tu ne pourras pas nous entraîner, Lucas et moi, dans ta chute. J'ai raccroché. Lucas est arrivé dans le bureau en fauteuil quelques minutes plus tard, tenant sa tablette. Tu as vu les infos? Il m'a montré l'écran. Un blog juridique avait publié un article intitulé « Un avocat majeur en fusion et acquisition sous le coup d'une enquête éthique après l'effondrement d'un accord ». Cassandra n'était pas nommée directement, mais les détails étaient suffisamment précis pour que n'importe qui dans l'industrie sache exactement de qui il parlait. Qui a fuité ça, ai-je demandé. Est-ce que ça a de l'importance, a répondu Lucas. Elle est finie. Son cabinet va s'en débarrasser avant qu'elle ne les entraîne avec elle. Il avait raison, bien sûr. À la fin de la semaine, les clients de Cassandra avaient commencé à demander de nouveaux avocats. Son assistante avait cessé de lui retourner ses appels. Sa place de parking au cabinet a été réattribuée à un associé junior qui attendait cette place depuis des années. Preston Griffith a connu un sort encore pire. Le conseil d'administration de sa société d'investissement a exigé sa démission dans les 72 heures suivant l'effondrement de l'accord Blackstone. Il a essayé de se battre, a menacé de poursuites judiciaires, a affirmé qu'on lui avait tendu un piège.
Mais lorsque la plainte éthique a révélé qu'il avait falsifié des rapports dans son précédent emploi 12 ans plus tôt, les mêmes rapports qu'il avait fait renvoyer à l'époque, sa crédibilité s'est évaporée. Je n'ai pas célébré, je n'ai pas exulté. J'ai juste regardé tout cela se dérouler avec le même détachement clinique que j'utilisais pour analyser un portefeuille d'investissement défaillant. Le vendredi après-midi, Diane Kepler m'a appelé. Cassandra a remis sa démission ce matin, a-t-elle dit. Avec effet immédiat. L'enquête éthique a trouvé suffisamment de preuves de mauvaise conduite pour recommander un licenciement, mais le cabinet lui a donné l'option de démissionner à la place. Quel genre de mauvaise conduite, ai-je demandé. Conflit d'intérêts. Détournement de ressources clients. Et le vol de propriété intellectuelle dont j'ai parlé plus tôt. Ce cadre d'évaluation des risques que vous avez développé. Nous avons des emails prouvant qu'elle l'a fait passer pour son propre travail et a facturé des tarifs exorbitants aux clients pour l'utilisation de sa méthodologie. Combien? Estimation prudente, 4,7 millions sur 3 ans. J'ai laissé échapper un lent soupir. Et vous me dites ça parce que nous préparons une plainte au civil en votre nom. Si vous l'acceptez, le cabinet soutiendra votre réclamation en échange de votre accord pour ne pas nous nommer comme co-défendeur pour avoir facilité son comportement. Que proposez-vous? Restitution intégrale des honoraires perçus en utilisant votre méthodologie, plus les dommages et intérêts. Nous estimons que vous repartiriez avec 6,2 millions après déduction des frais d'avocat. Lucas m'observait de l'autre bout de la pièce, les yeux brillants d'intérêt. Je demanderai à mon avocat de vous contacter lundi, ai-je dit. Après avoir raccroché, Lucas s'est approché. 6 millions? Environ. Qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai regardé mon fils. J'ai regardé le fauteuil roulant qui était devenu sa prison parce que sa mère accordait plus d'importance à un texto qu'à sa sécurité. Financer tes traitements médicaux. Chaque thérapie expérimentale, chaque spécialiste, chaque équipement qui pourrait te donner une chance de remarcher. Et ce qui restera ira dans un fonds fiduciaire pour ton avenir. Lucas a hoché la tête lentement. Il ne lui restera plus rien, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Plus rien. Et pour la première fois depuis l'accident, j'ai vu quelque chose ressemblant à de la paix s'installer sur le visage de mon fils. Les parents de Cassandra vivaient dans une maison de style Tudor à Dayton, dans l'Ohio. Le genre d'endroit où les drapeaux américains flottent toute l'année et où le dîner du dimanche est un événement familial non négociable. Son père, le colonel Richard Brennan, du corps des marines à la retraite, 2 missions en Irak, dirigeait sa maison avec une précision militaire. Sa mère, Catherine, enseignait le catéchisme à l'église catholique Sainte-Marie et croyait que les problèmes familiaux devaient être réglés en privé, avec prière et discrétion. Je les avais toujours bien aimés, en réalité. C'étaient des gens honnêtes qui avaient élevé une fille dont l'ambition avait lentement empoisonné son sens du bien et du mal. Le colis que je leur ai envoyé est arrivé 3 jours avant Thanksgiving. À l'intérieur, des emails imprimés, des reçus d'hôtel, des transcriptions de SMS et une lettre de motivation expliquant ce que leur fille avait fait, et comment cela avait conduit leur petit-fils à se retrouver confiné dans un fauteuil roulant. Je ne l'ai pas envoyé par cruauté. Je l'ai envoyé parce qu'il méritait de connaître la vérité. Le colonel Brennan m'a appelé le mardi soir. Benjamin, a-t-il dit, la voix lourde. J'ai reçu votre colis. Monsieur, ai-je répondu. Est-ce que tout cela est exact? La liaison, l'accident, le texto? Oui, monsieur. Lucas en a été témoin. Il peut tout confirmer si vous souhaitez lui parler. Il y eut un long silence. Passez-le-moi. J'ai tendu le téléphone à Lucas, qui était assis à côté en train de faire ses devoirs. Il l'a pris, l'expression sérieuse. Grand-père, a-t-il dit. Je ne pouvais pas entendre la part de conversation du colonel Brennan, mais j'observais le visage de Lucas alors qu'il répondait aux questions. Sa voix était posée, factuelle, livrant la vérité avec ce genre de clarté qui ne vient qu'après avoir survécu à quelque chose de terrible. Oui, monsieur. Je l'ai vu envoyer des messages, a-t-il dit. Je l'ai vu sourire juste avant qu'on soit percuté. Je sais que c'était un message de son patron parce que j'ai vu son nom sur l'écran. Plus de silence pendant qu'il écoutait. Non, monsieur. Je ne la déteste pas. Je n'arrive simplement pas à lui pardonner d'avoir choisi un texto plutôt que ma sécurité. Sa voix a légèrement vacillé.
Et je n'arrive pas à lui pardonner d'avoir menti à ce sujet par la suite. Quand il m'a rendu le téléphone, il avait les larmes aux yeux, mais son expression était résolue. Benjamin, a dit le colonel Brennan. Catherine et moi organisons le dîner de Thanksgiving ce jeudi. Toute la famille sera là. Cassandra ne sait pas que vous nous avez contactés. J'aimerais que vous et Lucas soyez présents. Monsieur, je ne pense pas que... Ce n'est pas une requête, l'a-t-il interrompu. Ma fille doit faire face à ce qu'elle a fait, et elle doit le faire devant les personnes qui l'ont élevée pour qu'elle sache se comporter autrement. J'ai regardé Lucas, qui a hoché la tête. Nous y serons, ai-je dit. Le jeudi après-midi, Lucas et moi avons fait les 7 heures de route jusqu'à Dayton. Nous sommes arrivés chez les Brennan juste après 16 heures. L'odeur de la dinde rôtie flottait, épaisse, dans l'air froid de novembre. Des voitures bordaient la rue. Le frère de Cassandra, ses 2 sœurs, divers cousins et beaux-parents. Le colonel Brennan nous a accueillis à la porte, m'a serré la main, puis s'est penché pour serrer Lucas dans ses bras. « Heureux de te voir, mon garçon », a-t-il dit doucement. « Tu as grandi. » Difficile à dire vu d'ici, a répondu Lucas en désignant son fauteuil roulant. La mâchoire du colonel s'est crispée, mais il n'a rien dit. Cassandra était dans le salon quand nous sommes entrés. Elle tenait un verre de vin et riait de quelque chose que sa sœur venait de dire. Elle s'est figée en nous voyant, le verre tremblant dans sa main. Ben. Lucas. Qu'est-ce que vous faites ici? Je les ai invités, a dit le colonel Brennan, sa voix portant à travers la pièce. Tout le monde, veuillez prendre place dans la salle à manger. Nous devons avoir une conversation de famille avant le dîner. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Cassandra a perdu toutes ses couleurs. Papa, qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, Cassandra, a-t-il ordonné. Maintenant. La famille s'est rassemblée autour de la longue table à manger. 23 personnes au total, observant tout le colonel Brennan se tenir en bout de table et placer mon dossier de preuve au centre. Il y a 3 jours, Benjamin m'a envoyé des documents prouvant que ma fille entretenait une liaison avec son patron, a-t-il commencé, la voix stable mais glaciale. Cette liaison l'a amené à envoyer des SMS au volant, ce qui a entraîné un accident qui a mis mon petit-fils dans un fauteuil roulant. Elle a ensuite menti sur les circonstances à tout le monde, y compris à la police et à sa propre famille. Cassandra a commencé à se lever. Papa, tu ne comprends pas. Assieds-toi. Sa voix résonna comme le tonnerre. Elle s'est assise. Le colonel a ouvert le dossier, a commencé à lire des extraits. Enregistrement d'hôtel, texto, chronologie de l'accident. La déposition de témoins de Lucas à la police qui avait été enterrée dans le rapport officiel. La pièce était d'un silence absolu, à l'exception de sa voix. Quand il a terminé, il a regardé Cassandra et j'ai vu quelque chose se briser dans son expression. Tu es ma fille et je t'aime. Mais ce que tu as fait est impardonnable. Tu as mis ton propre enfant en danger pour le bien d'une liaison. Tu as menti à ta famille. Tu as détruit ton mariage et ta carrière par ton propre égoïsme. Papa, s'il te plaît. La voix de Cassandra se brisait. À partir de ce moment, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison jusqu'à ce que tu répares cela, a-t-il déclaré. Tu vas t'excuser auprès de Lucas. Tu vas t'excuser auprès de Benjamin. Et tu vas passer le reste de ta vie à essayer de regagner ne serait-ce qu'une fraction du respect que tu as perdu. La mère de Cassandra pleurait silencieusement, le visage caché dans ses mains. Lucas a pris la parole, sa jeune voix coupant la tension. Grand-père, je ne veux pas qu'elle disparaisse complètement de ma vie. Elle reste ma mère. Mais je ne peux plus vivre avec elle, et je ne peux pas faire comme si ce qu'elle avait fait était acceptable. Le colonel Brennan a hoché la tête. Compris, mon garçon. Il s'est tourné vers Cassandra. Tu as 5 minutes pour rassembler tes affaires et partir. Le dîner de Thanksgiving se poursuivra sans toi. Cassandra s'est levée, les larmes coulant sur son visage, et est sortie sans un mot de plus. La porte s'est refermée derrière elle et le silence qui a suivi a ressemblé à la fin de quelque chose qui devait se terminer depuis très longtemps. L'article du Wall Street Journal est tombé un lundi matin, 3 semaines après Thanksgiving. Je prenais un café avec Lucas quand mon téléphone a commencé à vibrer sous les notifications de collègues, d'anciens clients et de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Le titre disait « Quand l'éthique personnelle détruit les accords d'entreprise, l'effondrement de Blackstone Meridian ».
Lucas l'a ouvert sur sa tablette et a commencé à lire à haute voix. Un avocat principal en fusion et acquisition d'un important cabinet d'investissement new-yorkais a récemment provoqué l'effondrement d'une fusion de 2,3 milliards de dollars après 8 mois de négociations, en engageant une relation personnelle avec son PDG. Alors que l'accord était négocié avec une entreprise où son mari siégeait au conseil consultatif. Il a levé les yeux vers moi. Ils n'ont pas utilisé son nom. Ils n'en avaient pas besoin, ai-je répondu. Tout le monde dans l'industrie sait exactement de qui il parle. L'article détaillait longuement comment la clause 14 avait été déclenchée, comment le conflit d'intérêts avait violé les devoirs fiduciaires à de multiples niveaux, et comment l'effondrement avait coûté aux deux entreprises des millions en frais de préparation et en opportunités futures perdues. Il mentionnait le précédent licenciement de Preston pour falsification de rapports 12 ans plus tôt. Il décrivait l'enquête éthique en cours au sein du cabinet anonyme et faisait référence à un litige civil imminent concernant un vol de propriété intellectuelle évalué à plus de 4 millions de dollars. À midi, l'article avait été partagé 17 000 fois sur LinkedIn. À 15 heures, il était en tendance sur le Twitter financier avec le hashtag Clause 14. Des professeurs d'école de commerce envoyaient déjà des emails à leur département pour suggérer de l'inclure comme lecture obligatoire dans les cours d'éthique professionnelle. Mon téléphone a sonné. C'était un ancien collègue de Wharton. Ben, c'est à propos de Cassandra, a-t-il demandé directement. Je ne peux pas faire de commentaires sur des affaires judiciaires en cours, ai-je répondu. C'est elle, n'est-ce pas? Toute l'industrie en parle. La Harvard Business School m'a déjà contacté pour me demander si j'accepterais de participer à une discussion sur cette étude de cas. Que leur as-tu dit? Que j'y réfléchirai. Mais Ben, ça va la suivre pour le reste de sa carrière. Elle va devenir l'exemple qu'ils enseigneront pendant les 20 prochaines années sur ce qu'il ne faut pas faire. Après avoir raccroché, Lucas s'est approché. C'est ça que tu voulais? Qu'elle devienne célèbre pour toutes les mauvaises raisons. Je voulais que la vérité ait un poids, ai-je dit. Ce que les gens font de cette vérité, c'est leur affaire. Cassandra a appelé 20 minutes plus tard. Sa voix était creuse, dépouillée de la confiance qui blindait autrefois chacune de ses paroles. L'article du journal, a-t-elle dit. Tu leur as parlé. Je n'en ai pas eu besoin, ai-je répondu. Ils ont fait leur propre enquête. Ils ont trouvé leur propre source. Diane Kepler, probablement. Peut-être des membres de l'équipe juridique de Meridian. Peut-être d'anciens collègues de Preston qui se souvenaient de ce qu'il avait fait il y a 12 ans. Les journalistes font bien leur travail. Cassie, je suis ruiné, a-t-elle murmuré. Columbia a appelé. Ils veulent m'utiliser comme étude de cas. Harvard aussi. Wharton. Toutes les meilleures écoles de commerce du pays vont enseigner mon échec à leurs étudiants. Oui, ai-je dit simplement. Comment peux-tu être aussi calme face à ça? Parce que je ne t'ai pas ruiné. Tu t'es ruiné toute seule. Je me suis juste assuré que la documentation était suffisamment complète pour que la vérité ne puisse pas être enterrée. J'ai fait une pause. L'audience pour la garde est dans 2 semaines. Prévois-tu toujours de te battre pour une garde partagée? Je ne sais plus ce que je prévois, a-t-elle dit, la voix se brisant. Mon avocat dit que je devrais accepter des visites surveillées. Que si nous allons au procès, Lucas témoignera et ce sera encore pire. Ton avocat a raison. Je suis sa mère, Ben. Est-ce que ça ne compte pas? J'ai regardé Lucas, qui m'observait avec ses yeux qui avaient trop vu, trop compris. Être mère, c'est plus qu'une question de biologie, Cassie. C'est faire passer la sécurité de son enfant en premier. Tu ne l'as pas fait. Tu as choisi un texto plutôt que sa vie. Et maintenant, tu vis avec les conséquences. Elle pleurait maintenant. Ce genre de sanglots brisés qui surviennent quand on comprend enfin jusqu'où on est tombé. Qu'est-ce que je dois faire? Tu acceptes les conditions de visite surveillée. Tu te présentes sobre et humble. Tu passes les prochaines années à prouver que tu es capable de changer. Et peut-être que si tu fais vraiment ce travail, Lucas te laissera revenir dans sa vie d'une manière significative. Et si je me bats? Alors il témoignera. Le rapport de police sortira. Les registres des SMS deviendront publics. Et la moindre petite chance que tu aies de te racheter disparaîtra complètement. J'ai gardé une voix égale, factuelle. C'est ton choix. Elle a raccroché sans répondre. Lucas a posé sa tablette.
Tu penses qu'elle va le faire? Accepter les conditions de visite. Je pense qu'elle a enfin assez peur pour être intelligente, ai-je dit. Mais on verra. Ce soir-là, j'ai reçu un email du cabinet d'avocats représentant les 5 clients qui avaient intenté le recours collectif contre Cassandra. Ils voulaient me faire déposer comme témoin, pour que je témoigne sur le vol de propriété intellectuelle et sur la façon dont cela avait influencé ses conseils aux clients au cours des 3 dernières années. Je l'ai transmis à mon avocat avec un simple mot, heureux de coopérer. Le filet se resserrait. Le Wall Street Journal avait fait de l'échec de Cassandra une nouvelle nationale. L'audience de garde en ferait une affaire personnelle, et le recours collectif la rendrait permanente. Lucas et moi avons passé le reste de la soirée à faire ces exercices de kinésithérapie, à travailler sur le renforcement musculaire que le docteur Patel avait prescrit. Il faisait des progrès, lents mais mesurables. Les traitements expérimentaux montraient des résultats prometteurs. « Papa », a-t-il dit pendant une pause. « Quand tout ça sera fini. Quand l'audience sera passée et que maman sera sortie de nos vies, pour la plupart. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'on va juste retourner à la normale? Faire comme si rien de tout ça n'était arrivé? J'y ai réfléchi. Non. Nous allons construire quelque chose de meilleur que la normale. Nous allons prendre ce que nous avons appris et l'utiliser pour aider les personnes qui traversent ce que nous avons traversé. Comme quoi? Je ne sais pas encore, ai-je admis. Mais nous le découvrirons ensemble. Il a hoché la tête, satisfait de cette réponse, et a repris ses exercices. À l'extérieur, les lumières de la ville commençaient à clignoter, et je me suis tenu à la fenêtre, regardant New York s'installer dans la soirée. Quelque part là-bas, Cassandra était probablement assise dans le bureau de son avocat, essayant de trouver comment sauver quelque chose des décombres de sa vie. Mais ce n'était plus mon problème. Mon problème était d'aider mon fils à marcher à nouveau et de m'assurer que la femme qui l'avait mis dans ce fauteuil n'ait plus jamais le pouvoir de le blesser. Les dépositions pour le recours collectif ont commencé la semaine après la publication de l'article du Wall Street Journal. 5 entreprises, toutes d'anciennes clientes de Cassandra, affirmant toutes avoir reçu des conseils juridiques compromis en raison de sa relation non divulguée avec Preston et de son conflit d'intérêts dans les accords impliquant Meridian Capital. Ma déposition était prévue mardi matin dans les bureaux de Burkement et Associates, le cabinet représentant les plaignants. Lucas voulait m'accompagner, mais je l'ai convaincu de rester à la maison avec son tuteur. L'avocat principal, Raymond Burkement, était un homme aux cheveux argentés dans la soixantaine, avec ce genre de regard perçant qui vient après 40 ans à contre-interroger des témoins qui se croient plus intelligents que lui. Monsieur Harrington, a-t-il commencé après les préliminaires. Pouvez-vous décrire votre relation professionnelle avec Meridian Capital? Je siège à leur conseil consultatif depuis 6 ans, ai-je dit. Je fournis des conseils stratégiques sur les investissements en capital investissement, les accords d'infrastructure et l'évaluation des risques pour les acquisitions majeures. Et étiez-vous au courant que votre femme était l'avocate principale représentant le cabinet de Preston Griffith dans leur tentative de fusion avec Meridian? Pas au début. J'ai pris conscience de ce conflit d'intérêts environ 4 mois avant l'effondrement de l'accord. Qu'avez-vous fait lorsque vous avez découvert ce conflit d'intérêts? J'ai examiné les documents de fusion et j'ai ajouté la clause 14, qui traitait spécifiquement des violations éthiques par les parties impliquées dans la transaction. Burkement s'est penché en avant. Vous avez orchestré l'effondrement de cet accord. Non, ai-je corrigé. J'ai créé un mécanisme de sécurité. Ma femme a orchestré l'effondrement en choisissant de coucher avec Preston Griffith tout en négociant un accord où j'ai des responsabilités fiduciaires envers l'autre partie. La clause a simplement donné à Meridian des motifs légaux pour résilier lorsque le conflit est devenu intenable. Saviez-vous pour la liaison avant d'ajouter la clause? Je m'en doutais. Je l'ai confirmé environ 3 semaines avant de modifier les documents. Et vous n'avez pas divulgué cela au conseil d'administration de Meridian. J'ai divulgué l'existence d'un conflit potentiel. J'ai recommandé qu'ils examinent toutes les relations entre les parties négociantes. Ils ont choisi d'inclure la clause d'éthique comme mesure de protection. Burkement a pris des notes. Parlons du vol de propriété intellectuelle. Quand avez-vous développé pour la première fois le cadre d'évaluation des risques que votre femme a ensuite revendiqué comme son propre travail? J'ai sorti un dossier que j'avais préparé. Il y a 3 ans. J'ai des fichiers horodatés, des brouillons de mai et des notes du développement initial. J'ai partagé le cadre préliminaire avec Cassandra pour avoir ses retours.
Elle l'a déposé auprès de son cabinet 2 semaines plus tard, affirmant l'avoir développé de manière indépendante. Combien a-t-elle gagné en utilisant votre méthodologie? Selon les dossiers financiers fournis par son cabinet lors de la procédure de communication des pièces, environ 4,7 millions de dollars d'honoraires sur 3 ans, facturés à des clients spécifiquement pour des évaluations de risque utilisant ce qu'elle appelait son cadre propriétaire. Et vous n'avez jamais reçu de compensation pour cela? Pas $1. Je ne savais même pas qu'elle l'utilisait jusqu'à ce que Diane Kepler me montre les relevés de facturation interne il y a 6 semaines. La déposition a duré 3 heures. Ils ont posé des questions sur des accords spécifiques, des clients spécifiques, des cas spécifiques où les conseils de Cassandra auraient pu être influencés par sa relation avec Preston ou son désir de protéger la propriété intellectuelle qu'elle m'avait volée. J'ai répondu à chaque question avec des documents, des emails, des horodatages, des dossiers financiers et la trace écrite que je construisais depuis des années, sans savoir que j'en aurais besoin, mais en comprenant qu'en affaires, on se protège toujours avec des preuves. Quand ce fut terminé, Burkement m'a raccompagné jusqu'à l'ascenseur. Officieusement, a-t-il dit, c'est l'un des dossiers les mieux documentés que j'ai vus en 30 ans de pratique. Votre femme n'a pas seulement fait des erreurs. Elle a créé un schéma de violations éthiques que son cabinet a soit facilité, soit ignoré. Quelles sont ses chances, ai-je demandé. De gagner? 0. De trouver un accord à l'amiable sans détruire ce qui reste de ses finances? Peut-être 20%, si elle est intelligente et que son avocat arrive à négocier rapidement. Il a fait une pause. La compagnie d'assurance du cabinet a déjà refusé la couverture. Clause de moralité dans sa police de responsabilité professionnelle. Elle va payer ça de sa poche. Combien les plaignants demandent-ils? 3,2 millions de dollars de dommages et intérêts, plus les frais d'avocat. Nous accepterons probablement un règlement à 2,8 millions si elle accepte rapidement. Si elle se bat, nous irons au procès et nous obtiendrons la totalité, plus des dommages-intérêts punitifs. J'ai hoché la tête. Merci pour votre temps, monsieur Harrington, a-t-il dit alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. J'ai un fils. Si quelqu'un l'avait blessé de la manière dont votre femme a blessé Lucas, j'aurais fait bien pire que ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait était méthodique, légal et tout à fait justifié. J'espère que l'audience pour la garde ira en votre faveur. Les portes de l'ascenseur se sont refermées avant que je ne puisse répondre. Quand je suis rentré à la maison, Lucas était dans le salon, travaillant avec sa kinésithérapeute, une femme nommée Dr Rebecca Simmons, qui était avec nous depuis le début. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé en faisant une pause. Bien. Les plaignants ont un dossier solide. Ta mère va perdre. Combien? Probablement près de 3 millions une fois que tout sera réglé. Lucas a sifflé doucement. Elle n'a pas ce genre d'argent. Non, ai-je reconnu. Elle ne l'a pas. Le docteur Simmons a terminé la séance et nous a laissés seuls. Lucas a roulé jusqu'à l'endroit où j'étais assis. Papa, je peux te demander quelque chose? Toujours. Est-ce que tu te sens mal par rapport à ce qui lui arrive? J'y ai réfléchi attentivement. Je me sens mal qu'on ait dû en arriver là. Je me sens mal qu'elle ait fait des choix qui t'ont blessé et ont détruit notre famille. Mais est-ce que je me sens mal de la tenir pour responsable? Non. Les actes ont des conséquences. Elle est en train de l'apprendre maintenant. Bien, a dit Lucas. Parce que je ne me sens pas mal non plus. Et j'avais peur que ça fasse de moi une mauvaise personne. Tu n'es pas une mauvaise personne, fils. Tu es quelqu'un qui comprend que le pardon ne signifie pas accepter un comportement qui te blesse. Cela signifie choisir de ne pas laisser ce comportement définir ton avenir. Il a hoché la tête, assimilant l'idée. Mon téléphone a vibré. Un SMS de l'avocat de Cassandra, la cliente a accepté les conditions de visite surveillée. Nous soumettrons l'accord de consentement au tribunal demain. Audience annulée. J'ai montré le message à Lucas. C'est fini, a-t-il demandé. La partie sur la garde l'est, ai-je dit. Maintenant, on attend juste le règlement du recours collectif et on passe à autre chose. Lucas a eu l'air soulagé. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Elle va devoir trouver un moyen de vivre avec ce qu'elle a fait, et nous allons trouver un moyen de construire quelque chose de meilleur. 8 mois après l'audience pour la garde, Lucas a fait ses premiers pas.
Le docteur Patel nous avait prévenu de ne pas nous attendre à des miracles. Les lésions médulaires étaient graves, le pronostic, au mieux, prudent. Mais nous avions tout investi dans des traitements expérimentaux, des thérapies par cellules souches, une rééducation intensive, $300 000 provenant de l'accord sur la propriété intellectuelle. Chaque dollar était concentré sur l'objectif de donner une chance à Lucas. J'étais au centre de rééducation quand c'est arrivé, observant par la fenêtre pendant que Lucas travaillait avec le docteur Simons sur les barres parallèles. Il s'entraînait à des exercices debout depuis des semaines, renforçant des muscles qui avaient oublié comment fonctionner. Puis, il a avancé son pied droit. De 15 cm seulement, un mouvement traînant et incertain, mais vers l'avant. Le docteur Simons a eu le souffle coupé. « Lucas, est-ce que tu viens de... » « Je crois, » a-t-il dit, la voix tremblante. « Est-ce que je peux réessayer ?» Il a bougé son pied gauche, puis à nouveau son pied droit. 3 pas au total avant que ses jambes ne cèdent et qu'il ne s'effondre dans son fauteuil roulant, respirant fort et souriant comme s'il venait d'atteindre le sommet de l'Everest. Je suis entré dans la pièce, la gorge nouée. « Tu l'as fait, fils. »« Je l'ai fait, » a-t-il répété, la voix pleine d'émerveillement. « Papa, je l'ai vraiment fait. » Les progrès ont été lents après cela. 3 pas sont devenus 5, puis 10. À la fin du mois, Lucas pouvait marcher 6 mètres avec de l'aide. Les médecins ont révisé leur pronostic de récupération fonctionnelle improbable à récupération significative possible avec une thérapie continue. Cassandra en a entendu parler lors de ses visites surveillées. Lucas le lui a dit lui-même lors de l'une de leurs réunions embarrassantes du samedi et, selon le rapport du moniteur désigné par le tribunal, elle avait pleuré pendant 10 minutes d'affilée. Elle m'a appelé le soir même. Ben, le moniteur a dit que Lucas a marché. C'est vrai? C'est vrai. Est-ce que je peux le voir faire en dehors des visites surveillées? Non, ai-je répondu. Tu as 2 heures un samedi sur 2. C'est ce que le tribunal a ordonné. C'est ce que tu as accepté. S'il te plaît. C'est mon fils. Je veux juste voir. Tu as renoncé au droit de partager ces moments-là quand tu as choisi d'envoyer un texto au lieu de conduire, les jeux interrompus. Si Lucas veut te montrer pendant le temps qui t'est imparti, c'est son choix. Mais tu n'as pas le droit d'en demander plus. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Tu ne me pardonneras jamais, n'est-ce pas? Le pardon n'est pas la question, Cassie. La responsabilité l'est. Tu fais face à ce que tu as fait. Tu vis avec les conséquences. Et peut-être qu'un jour, Lucas décidera s'il y a de la place pour toi dans sa vie. Mais c'est sa décision, pas la mienne. Elle a raccroché sans dire au revoir. Lucas et moi avons célébré ses progrès avec un dîner dans son restaurant de grillade préféré. Il a marché de la voiture jusqu'à l'entrée du restaurant avec mon soutien. Près de 4 mètres d'une détermination traînante qui a attiré les regards et les sourires de la part d'inconnus. Les gens regardent, a-t-il dit. Laisse-les regarder, ai-je répondu. Tu as mérité chacun de ces pas. 2 ans plus tard, la fondation Seconde Chance, a ouvert ses portes dans un entrepôt rénové de Brooklyn. Pas la maison familiale. Nous l'avions vendue et avions acheté quelque chose de plus petit, de plus pratique, mais un établissement construit sur mesure, avec des équipements de rééducation de pointe, des salles de thérapie privées et des aménagements d'accessibilité partout. Lucas, qui a maintenant 17 ans et marche sans assistance la plupart du temps, se tenait au pupitre lors de la cérémonie d'inauguration, s'adressant à une foule de donateurs, de professionnels de la santé et de familles qui avaient inscrit leurs enfants à notre programme. Il y a 2 ans, je ne pouvais pas marcher, a-t-il commencé. La négligence de ma mère m'a mis dans un fauteuil roulant. Et je pensais que ma vie était finie. Mais mon père m'a appris quelque chose d'important. Il m'a appris que la meilleure réponse à quelqu'un qui essaie de vous détruire n'est pas la vengeance. C'est de construire quelque chose de meilleur que ce qu'ils ont essayé de vous prendre. Il a fait une pause, regardant le public. La fondation Seconde Chance existe grâce à l'argent du règlement du vol de propriété intellectuelle commis par ma mère. De l'argent qu'elle a volé à mon père. Utilisé pour faire avancer sa carrière tout en mentant à tout le monde autour d'elle. Nous avons pris cet argent et l'avons transformé en espoir pour les familles confrontées à ce que nous avons traversé. Je regardais depuis le côté de la scène pendant que Lucas décrivait les programmes. La kinésithérapie gratuite pour les enfants souffrant de lésions médulaires, l'accès aux traitements expérimentaux,
le conseil familial, le soutien scolaire, tout ce que nous aurions souhaité voir exister lorsque nous naviguions dans ces mois sombres après l'accident. Cassandra était au dernier rang. Je lui avais envoyé une invitation. Pas par pardon, mais parce que Lucas me l'avait demandé. Elle était assise seule, regardant son fils parler de résilience et de seconde chance, les larmes coulant sur son visage. Après la cérémonie, Lucas est allé vers elle en fauteuil. Il l'utilisait encore quand il était fatigué, bien qu'il puisse maintenant marcher sur de courtes distances. « Merci d'être venu, maman, a-t-il dit. « Tu es incroyable, a-t-elle murmuré. Ce que tu as construit ici. Ce que tu es devenu. Ce que papa et moi avons construit, a-t-il corrigé. C'est lui qui m'a appris que la force ne consiste pas à rendre les coups. Elle consiste à construire quelque chose qui dure. » Elle a hoché la tête, acceptant la distinction. Lucas s'est tourné vers moi, prêt à donner la première visite guidée. Prêt. Nous avons laissé Cassandra assise là et nous avons marché à travers notre établissement, faisant visiter à ses premières familles leur nouvelle seconde chance. La famille Harrington avait toujours construit des choses durables. Cette fois, nous avions construit quelque chose qui guérissait.